Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est quand même assez nombreux pour présenter aujourd'hui. J'ai commencé par me présenter, puis après, peut-être Christine, tu feras le tour autour. Donc, Marie-Pascale Pommet, je suis professeure à l'école de santé publique dans le département de gestion, évaluation et politique de santé. Je suis aussi chercheure donc, au centre de recherche du CHUM, comme le disait Éléonora, et finalement aussi médecin à l'INES. Et j'ai la chance aussi de co-diriger de façon scientifique le centre d'excellence en partenariat avec les patients et le public. Et c'est avec un grand, grand plaisir et beaucoup d'honneur que je présente aujourd'hui avec Christine et toute l'équipe de la Gaspésie. Bonjour, mon nom est Christine Arthenot, je suis gestionnaire en cancérologie. Je travaille aussi comme conseillère en qualité sur ce projet-là. Je suis chargée de projet sur ce projet-là. Je suis avec Françoise Poirier, notre patiente partenaire experte. Bonjour. Qui va s'adresser à vous. Nancy Cousin, qui est pour le projet, qui est assistante infirmière-chef et infirmière facilitatrice. Ça va vous expliquer. On va vous expliquer son rôle. Et François Couturier, qui est à la direction de la qualité, adjoint. Il y a Andrew Aureli, qui est assis dans son bureau actuellement, qui est adjoint aux soins infirmiers. Je ne sais pas si Andrew peut se brancher, mais il va partager avec nous la présentation. Merci. Puis merci, on est vraiment intéressés de partager avec vous notre petite expérimentation avec vous. Donc, on va partager la présentation. Donc voilà, les membres de l'équipe qui présentent aujourd'hui. Mais ça fait quand même quelques années maintenant qu'on travaille ensemble, hein, vraiment, et merci de m'avoir inclus dans toutes vos réflexions au cours de ces dernières années. Et effectivement, on va revenir un peu sur l'importance de travailler sur la sécurité des soins. Quand effectivement, aux nouvelles, on voit apparaître ces horribles histoires de crash d'avion, notre cœur ne fait qu'un tour et on a l'impression que c'est de nous dont on parle et que ça pourrait nous arriver. Et ça marque évidemment énormément les esprits. Et quand il y a un crash d'avion, évidemment, que ce soit le pilote ou les passagers, tout le monde est à la même enseigne. Et on a l'impression, en tous les cas, que la sécurité des avions est à revoir régulièrement. Or, dans le système de santé, on est vraiment confronté à quelque chose de bien, bien pire que les accidents de l'aviation. Quand on regarde un peu ce que nous propose l'OMS, l'OMS nous amène à dire que 4 personnes sur 10 dans le système de santé va avoir une erreur médicale lors de soins. Ça représente quand même 134 millions d'événements indésirables chaque année, entraînant quand même 2,6 millions de décès. Donc, je me suis permis de mettre ça en perspective par rapport aux accidents de l'aviation. Si on prend un Boeing 747, ça fait quand même 30 crashs d'avions par jour, d'accord ? Comparé à 7 avions par an, ce qu'on vit actuellement au niveau de notre planète. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique absolument colossal dont malheureusement les décideurs et aussi finalement tout un chacun ne se rend pas compte de l'ampleur. Donc, quand on regarde aussi les erreurs médicamenteuses, c'est quand même 42 millions juste pour les États-Unis. La sécurité des soins en quelques chiffres au Québec, on a surtout des données très factuelles. Vous savez qu'il y a une obligation de déclarer les incidents et les accidents. On sait qu'il n'y a pas forcément une utilisation aussi à des fins d'amélioration de toutes ces données et qu'on a une vision relativement assez parcellaire parce que quand on fait aussi des projets de recherche et qu'on va chercher le point de vue des patients, puis c'est aussi l'objet de notre présentation aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup sous-estimé, en particulier la manière dont perçoivent les patients leur sécurité. Donc ici, on a quelques chiffres. On parle d'à peu près 500 personnes qui décèdent à la suite d'un événement indésirable. Ça représente 10% des événements déclarés, mais ça se noie vraiment beaucoup sur les chutes et ce genre de choses. Et le ministère nous dit que dans 40% des cas, il n'y a pas d'examens complémentaires qui sont demandés et donc les personnes n'ont pas été trop endommagées par l'incident ou l'accident. Si on revient au niveau international, il y a une étude qui a été faite par l'OMS pour essayer de comprendre un peu quelles étaient les différentes interventions qui étaient mises en place, que ce soit par les pays développés ou par les pays en voie de développement. Et vous voyez qu'on retrouve quand même des mesures relativement assez semblables. Donc, une déclaration faite par les patients. Donc, c'est quelque chose qu'on avait aussi essayé de faire en Gaspésie. Ça n'est pas évident à faire.
Enfin, tout est dans la manière de faire en tous les cas. Et puis, on va voir avec l'exemple qu'on vous présente aujourd'hui qu'il y a des possibilités de le faire de façon plus optimale. Il y a évidemment aussi les audits de dossiers pour aller regarder des situations qui ont amené des événements ou des incidents ou des accidents. Et puis, tous les systèmes au cours de ces dernières années ont vraiment essayé de mettre en place des systèmes de déclaration obligatoires qui permettent d'avoir un suivi finalement de ce qui se passe sur le terrain. Mais ça ne permet pas évidemment d'enclencher forcément une roue d'amélioration continue des pratiques et améliorer l'environnement dans lequel se fait les soins. L'OMS aussi a proposé un cadre excessivement intéressant pour vraiment regarder au travers de 6 types d'interventions qui peuvent être faites pour améliorer la sécurité des soins, la capacité d'arriver vers un risque zéro, ce qui est quand même très, très, très ambitieux, mais il faut être ambitieux dans le domaine de la sécurité. Je pense qu'il en va de notre responsabilité. Et parmi les feuilles que vous voyez ici, il y a la feuille 4 qui est plus particulièrement sur l'engagement des patients. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ça devrait être plutôt la sève, c'est-à-dire ce que l'on voit ici, là en marron au centre, qui devrait être identifié comme la participation des usagers, des patients, des proches et même des citoyens, parce que finalement, ce sont eux qui devraient être présents dans toutes les différentes interventions que l'on fait, que ce soit sur la formation, sur la déclaration, l'analyse, la capacité de pouvoir vraiment anticiper des situations à risque directement dans les milieux de soins. Donc, il y a aussi l'Institut canadien pour la sécurité des patients qui a publié il y a quelques années un guide sur l'engagement des patients qui donne vraiment des bonnes pistes pour vraiment favoriser la participation des patients et des proches et des usagers. Et parmi, évidemment, ces interventions, on retrouve une sensibilisation des patients à la sécurité dans les milieux de soins. On l'a vu avec la COVID-19, on s'est rendu compte à quel point les milieux de soins pouvaient être aussi des lieux où on pouvait attraper des infections acquises, là, ce qu'on appelle aussi des infections nosocomiales, de faire en sorte que ces personnes aussi soient plus partie prenante dans la capacité de déclarer des situations à risque, des incidents ou des accidents, qu'elles puissent, comme je disais, analyser les incidents ou les accidents. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette présentation, c'est comment amener à trouver des solutions à partir de situations à risque et aussi demander aux patients d'être vraiment des acteurs de leur propre sécurité. Et en ça, vraiment, l'expérience qui a été menée en Gaspésie est tout à fait innovante et très, très, très importante en termes d'apport pour la littérature internationale. Et donc, je vais laisser Christine et toute l'équipe présenter comment vous en êtes arrivés à ce projet vraiment original et qui a amené des résultats très probants. Merci, Marie-Pascale. C'est ça. Nous, chaque année, au CIS de Gaspésie, on était capable de dénombrer environ 5000 événements, incidents, accidents. Donc, et on s'apercevait d'année en année que malgré des stratégies, que ce soit avec le CI, avec les gestionnaires en qualité, il y a peu de stratégies organisationnelles qui amenaient à diminuer le nombre d'incidents, accidents. Donc, on améliorait les processus, mais on n'était pas certain que ça avait un impact, en tout cas en nombre, ça n'avait pas vraiment un impact sur les incidents accidents. Et on remarquait aussi une espèce de, pas d'essoufflement, mais de manque d'intérêt des employés face au H223 qui se demandaient, les employés, bien, vous faites quoi avec ces formulaires-là qu'on remplit, même si vous affichez des tableaux dans les départements. On commençait à sentir un peu un manque de confiance par rapport à ce système-là qui est quand même important. Bon, ça nous dit où on est rendu, mais ça n'avait pas non plus un gros impact sur le terrain, au niveau de l'incidence des risques et du dénombrement des accidents. Tu peux avancer la diapo. Donc, en 2019, tu peux avancer Marie-Pascale, je ne sais pas si... C'est bon. En 2019, merci. On a eu l'opportunité de souscrire un projet pilote avec la direction de la qualité du ministère. Et nous, on a décidé d'y aller à travers le prisme du partenariat avec les patients et les usagers. Comment on implique les patients dans leur propre gestion des risques? Parce qu'effectivement, le document que Marie-Pascale nous a présenté tout à l'heure, l'engagement des patients à la sécurité, on l'a lu plusieurs fois en équipe, puis il nous inspirait beaucoup. Donc, on s'est dit, OK, comment on fait, nous, pour que les patients s'impliquent dans leur propre gestion des risques? Et c'est l'élément déclencheur de notre projet qu'on va vous présenter.
Tu peux avancer la diapo. Donc, simplement qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un projet où des patients partenaires, des gens qui ont connu une hospitalisation significative, font partie de notre équipe. On les a formés comme des patients visiteurs et c'est eux qui vont à la rencontre des patients hospitalisés afin de, à travers l'expérience du patient, toujours avec le prisme de la gestion de risque, de voir qu'est-ce qui, eux, les patients ont connu comme événement, incident, accident, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire, les patients hospitalisés, pour diminuer le risque. Donc, une équipe de gestion autour de ça, il y avait des patients partenaires, des conseillers à la direction de la qualité, le directeur de la qualité. Il y avait aussi des assistantes infirmières-chefs qui ont joué le rôle d'infirmière facilitatrice et moi qui ai joué le rôle de chargée de projet. Ce qu'on veut vous présenter, et quand on a commencé, tu peux avancer, Marie-Pascale, la prochaine diapo. Ce qui est important qu'on veut que vous reteniez, ce que je pensais qu'allait être un simple questionnaire, qu'on allait construire un questionnaire, qu'on allait vraiment nous être hot parce que le questionnaire va être construit par des patients partenaires et des infirmières ou des cliniciens poseraient des questions aux patients. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est grâce à l'implication de notre équipe de patients partenaires. Ce n'est pas ça qui est arrivé. C'est encore mieux. Et c'est ça ce que je veux que vous reteniez, c'est que dans ce projet-là, la participation active des patients et des proches est essentielle. Ça, on en est convaincus. C'est pour ça qu'on a accepté, on n'est pas un grand centre. On a un petit centre qui a fait une petite expérimentation. Ce qu'on disait, c'est qu'on aimerait inviter d'autres centres à pousser l'expérimentation parce qu'on est assez certain, comme disait l'Institut de la sécurité du patient, que le patient et ses proches sont un acteur, c'est le pilier de leur propre sécurité. Ça, on en est convaincus. Et quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, les études européennes nous disaient qu'entre 20 et 50 des patients sont conscients des risques quand ils sont hospitalisés. Ça, c'est comme un enjeu qui est compliqué. D'autres études américaines, notamment en oncologie, disaient que des patients formés par d'autres patients sur des mesures de sécurité, bien, ils s'étaient aperçus que ça avait une valeur et ça diminuait de façon significative des événements accidentels. Ça, ces deux éléments-là ont vraiment été des éléments pour nous fondateurs de notre pensée. C'est avec cette idée-là qu'on est allé, on a souscrit sur le projet au ministère. Quand on s'est assis avec notre équipe de patients partenaires, parce qu'on a la chance, les 10 dernières années, d'avoir pas une culture de partenariat, mais grâce à la cancérologie en Gaspésie, on a une habitude de travailler avec des patients partenaires de longue date. Ça a été vraiment quelque chose qui a été très facilitant pour la gestion du changement au sein du projet. Les employés sont habitués de voir des patients partenaires. Donc, quand on s'est assis avec notre équipe de patients partenaires, on leur a dit, nous, on aimerait voir comment on peut impliquer les patients dans leurs propres soins, dans leur propre gestion des risques. Dans leurs soins, oui, mais aussi dans comment eux-mêmes peuvent nous aider à gérer les risques. Et d'emblée, les patients nous ont dit, il faudrait leur poser la question aux patients hospitalisés. C'est eux qui vont nous dire comment ils voient ça, quels sont les risques pour eux, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, c'est eux qui vont nous le dire. Fait que là, on a dit, OK, on a tout de suite eu l'idée d'Agrément Canada. En équipe, on a dit, OK, on peut faire comme Agrément Canada, rencontrer les patients hospitalisés. Et moi, dans ma tête, c'était les patients allaient nous aider à construire un questionnaire. Donc, on s'est inspiré du questionnaire d'expérience client, d'agrément, expérience usagée de l'Agrément Canada. Et là, on s'est mis à faire des tests avec l'équipe de patients partenaires. Et premier wow, c'est qu'on s'est aperçu que quand un professionnel questionnait les patients sur leur expérience, puis qu'est-ce qu'ils trouvaient dangereux ou le risque, les patients aux professionnels répondaient toujours « Ah, je suis très satisfait des soins, madame. Non, les pauvres infirmières sont fatiguées, puis ils travaillent fort, puis non, merci beaucoup. » Et le même patient, si on arrivait, et c'était un patient partenaire de l'équipe qui allait poser les mêmes questions. Il était satisfait des soins, sauf que, il avait tombé dans la chambre, il ne l'avait pas dit. Donc, les patients ouvraient beaucoup plus facilement à discuter
avec un patient ayant déjà été hospitalisé qu'avec un professionnel. Fait que là, tout de suite, j'ai appelé le Dr. Paumé, puis là, j'ai dit, ah, on a quelque chose. C'était dans la littérature, on l'avait déjà lu, mais là, on l'avait devant nous. Donc, ce qu'on a fait un mardi matin, on a fait le tour, je pense, il y avait 65 patients hospitalisés. On a rencontré, c'est pas scientifique, là, j'enverrai pas la donnée à l'ISQ, sauf qu'on a rencontré les 60 patients hospitalisés en posant des questions. Vous, si on vous rencontrait pour savoir qu'est-ce que vous trouvez dangereux, qu'est-ce que vous aimez, aimeriez-vous mieux parler à un patient qui a déjà été hospitalisé ou un professionnel? 90 nous ont dit qu'ils aimaient mieux parler à un patient parce que là, c'était intéressant. Donc, il y avait peur des représailles, il ne voulait pas que le patient, le partenaire ne voulait pas que l'employé soit chicané. Il y avait toutes sortes de raisons. Il y avait peur que, je ne sais pas, qu'on ne réponde pas rapidement à leur cloche. Donc, c'était vraiment notable. 90 des patients hospitalisés cette journée-là nous disaient qu'ils aimaient mieux parler avec un patient partenaire. Donc, on a inversé vraiment le projet. Et là, c'est là qu'on est rentré dans, mon Dieu, le domaine de l'impossible est devenu possible. Là, j'ai rentré vraiment dans un autre champ d'expérimentation. Donc, ça, c'est vraiment important. L'implication active des patients, mais l'implication avec des patients partenaires. L'autre point aussi qui est important que je veux que vous reteniez, c'est qu'un projet comme ça se fait avec l'équipe soignante. Nous, en partant, on a beaucoup travaillé à ce que les équipes soignantes soient fait partie prenante du projet, parce que vous allez voir que dans les données, c'est beaucoup des données, l'invariant qu'on rencontre, que je ne m'attendais pas, mais qui est logique, c'est la communication, les bris de communication. Et qui communique avec qui? Bien, c'est le patient communique avec ses soignants en soins directs. Donc, puis ce qu'on ne voulait pas non plus, c'est penser, il manque de personnel, les patients vont devenir des gestionnaires de risque. Ce n'est pas ça non plus. Donc, c'est vraiment un travail complémentaire, paritaire entre l'équipe de soins et le patient hospitalisé puis le patient partenaire. Donc, l'engagement des équipes, c'est vraiment important. Le dernier point qui est important dans un projet, je pense, pour la réussite, c'est de le voir à travers l'expérience de l'usager. Et c'est là que le simple questionnaire, que moi, je pensais que j'allais avoir des données pour rentrer pour un tableau, est devenu vraiment d'autres choses. Il est devenu une occasion de discussion entre un patient visiteur et un patient hospitalisé, qui a fait en sorte qu'on a découvert que les patients visiteurs étaient aussi les meilleurs pères éducateurs, ils vont vous en parler. Et aussi, ils nous montraient des éléments de notre environnement qu'on ne voyait plus comme soignants. Donc, des fins observateurs de risque. Et je vous dirais que la majorité des rencontres qui ont été faites entre un patient visiteur et un patient hospitalisé, c'est passé quelque chose qui a changé un peu le patient hospitalisé dans le sens que il reconnaissait les risques quand le patient sortait, puis il était capable de voir que lui avait du pouvoir. Et ça, c'est ce que je ne m'attendais pas du tout de ces éléments-là. Ce sont des éléments vraiment fondateurs à une vraie culture de gestion de risque. Tu peux avancer la diapo. Je ne sais pas si Andrew est avec nous. Je sais qu'il est à son bureau. Je ne sais pas s'il peut se brancher. Sinon, je sais qu'il était trop occupé. Rapidement, ce qu'on veut vous expliquer aussi, c'est qu'on a essayé depuis les dernières années. M'entendez-vous? Ah, oui, vas-y, Andrew. OK. Ah, c'est ça. Fait que je suis là. Malheureusement, je n'ai pas pu me joindre à vous, mais je suis là en présence quand même. À vous, vas-y. Effectivement, depuis 2019, il y a plusieurs expériences qui ont été tentées. C'est un peu comme une ligne de temps, là, comme Christine l'expliquait bien. Là, on a débuté par afficher les statistiques sur les unités de soins pour se rendre compte que, justement, c'était moins ça qui rejoignait les équipes, c'était moins mobilisant, il y avait moins d'implication. On a essayé de faire des vidéos qui expliquent... Oh, je vais me joindre. M'entendez-vous? Oui. Ah, bonjour. Ils ont rajouté ma caméra. Merci. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a également essayé des vidéos là, qui étaient destinées justement aux employés, aux patients. Fait qu'on a essayé de faire des enregistrements avec les patients partenaires pour expliquer le projet, mettre de l'avant les impacts de celui-là. Plus ou moins fonctionné également. Par la suite, on a essayé plus des rencontres avec les équipes de soins, donc gestionnaires avec les équipes, comment qu'on pouvait faire avancer les choses qui étaient plus ou moins fonctionnelles aussi, qui n'ont pas perduré dans le temps.
On a essayé celui-là qui me fait bien rire, justement la divulgation par téléphone. Donc, on invitait les patients à nous rejoindre par téléphone de façon confidentielle pour laisser des messages ou pour nous parler de leur séjour, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, qu'est-ce qui peut être plus sécuritaire ou non. Je pense que Christine, tu me corrigeras, je pense qu'on a eu un téléphone au total. Pour par la suite se rendre compte que ce qui fonctionnait quand même bien, c'était justement d'avoir des patients visiteurs en gestion des risques, d'avoir directement le patient qui venait dans nos unités, qui venait rencontrer les gens. C'est ce qui les rejoignait le plus. Ça rejoint ce que Christine mentionnait, là, du environ 90% des patients qui préféraient parler à un patient visiteur plutôt qu'un professionnel, là, par peur qu'il se fasse réprimander ou qu'il y ait des conséquences là, de parler de ce qui pourrait être amélioré. C'était déjà beaucoup mieux à ce moment-là quand on implique les patients partenaires, mais il y avait quand même un petit quelque chose qui manquait là, pour rejoindre, on va dire, le terrain puis le côté plus clinique. Fait que ce qui fonctionne vraiment bien puis qui était plus novateur, là, comme Christine mentionnait, c'est vraiment le partenariat entre le patient visiteur et les équipes de soins. Fait qu'on peut changer la diapo. C'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment l'élément central dans ce modèle de gestion de risque-là, puis de gestion de la qualité, si on veut, c'est vraiment l'implication, la collaboration entre les patients visiteurs puis le personnel des unités. C'est vraiment par l'implication justement des assistantes infirmières-chefs puis du personnel soignant qu'on réussit à avoir un projet qui est plus, je vais dire, mobilisateur, vraiment axé sur les besoins réels des patients. Donc, on se permettait de toucher des éléments plus spécifiques, mais qui répondaient aux réels besoins. Fait que des fois, ce qu'on ciblait, quand on dit comme organisation, on pouvait cibler des axes de qualité à travailler qui ne répondaient pas nécessairement aux attentes des patients ni du personnel. Donc, en jumelant les deux, là, on vient vraiment trouver des pistes d'amélioration qui sont durables et qui sont réalisables aussi dans les unités de soins. Je pense que le prochain diapo, on a une petite vidéo justement là, qui va vous expliquer tout ça. Je vous laisse avec une vidéo. Bonjour, mon nom c'est Christina Poirier, je suis infirmière assistante à l'hôpital de Maria en chirurgie pédiatrie. Nous avons rencontré plusieurs d'entre vous à la fin de juin afin de présenter les résultats de ces visites d'évaluation. Ces rencontres avaient également pour l'objectif de connaître l'avis des soignants sur la gestion des risques dans le quotidien de votre travail. Bien comprendre tous les risques nécessite l'idée et la perception des patients, mais également vos besoins et vos perceptions, ce qui fait un portrait plus complet. Il est important que toutes les équipes soient informées afin qu'ensemble, en collaboration avec le patient partenaire, nous déterminons des pistes d'amélioration nous permettant de garantir des soins plus sécuritaires et de qualité. Chaque année, le CIS de la Gaspésie déclare plus de 5000 événements, incidents et accidents. Une large majorité sont attribués. Je suis désolée, hein, il y a un petit souci avec le film. À des chutes et des erreurs de médicaments. Au fil des années, malgré des stratégies diverses et des plans d'amélioration, nous n'arrivons pas à réduire ce nombre de façon significative. Grâce à une initiative du MSSS, nous sommes inscrits à un projet visant à expérimenter le partenariat en gestion des risques. Depuis bientôt 2 ans, nous travaillons activement avec des patients partenaires afin de réfléchir et de faire autrement en matière de gestion des risques. Ces 6 patients partenaires J'ai un petit souci avec Internet, là. Je ne sais pas si vous voulez que je continue avec le film. Sinon, on pourrait toujours l'envoyer par après. On pourrait l'envoyer par après. Okay. Très bien. Alors, je vais revenir sur la présentation. Une seconde.
On peut peut-être laisser la vidéo téléchargée là, en arrière-plan. Puis si jamais on pourrait poursuivre là, avec le reste de l'équipe au niveau des résultats, on pourrait présenter quelques résultats, il n'y a pas de problème. D'accord. Là, j'ai remis les résultats. Oui, moi, c'est Nancy, je suis infirmière facilitatrice. Suite à notre sondage auprès de nos patients avec les patients visiteurs, on a rencontré les employés de la médecine et de la chirurgie pour leur présenter nos résultats suite au questionnaire sous forme de midi clinique. On a répertorié quelques résultats qui étaient quand même étonnants et significatifs. Donc, une question, avez-vous participé autant que vous vouliez à la prise de décision concernant vos soins, vos traitements et vos besoins? 65% des patients ont répondu qu'ils étaient satisfaits et 35% qui étaient plus ou moins satisfaits. À une autre question, le personnel vous explique-t-il quels sont les soins et les traitements que vous recevez à la maison pour laquelle ils vous sont prescrits? 60% sont insatisfaits, 40% satisfaits. Est-ce qu'on vous encourage à poser des questions sur vos soins, à vous impliquer afin de mieux comprendre votre problème de santé et participer à votre établissement? 64% nous ont répondu souvent ou en tout temps et 36% parfois. Dans une autre section, dans le risque en lien avec les erreurs de médicaments, on a remarqué que 62% du personnel ne respectait pas les règles de sécurité et 38% de réussite. Ce qu'on nous a été mentionné, c'est que le personnel ne demandait pas le nom, quel est votre nom. On a fait un peu de publicité là-dessus auprès du personnel. Lorsqu'on arrive avec nos médicaments pour l'identification de notre patient, c'est de ne pas dire, nous, le nom du patient. Êtes-vous Monsieur Leblanc? C'est de leur dire, nommez-vous, quel est votre nom pour qu'on ait une bonne identification. Ça, on a fait de la promotion auprès du personnel. Puis par la suite, pendant mon travail à l'étage, j'ai remarqué que le personnel pensait plus à poser cette question-là. Tu peux rentrer la diapo. Attends. Merci. Lors de la préparation du départ et la transition vers le milieu de vie du patient, on a quand même eu un 79% d'amélioration qui serait requise à ce niveau-là et un 20% de satisfaction. Donc, on aurait un bon travail à faire sur la préparation du départ d'un patient. Là. On a eu des discussions de remettre en place une enveloppe de départ, en plus de l'enseignement que l'infirmière peut faire au départ d'un patient. On a prévu de remettre en place une enveloppe de départ avec la documentation reliée aux problèmes de santé de la personne, ainsi qu'une liste de numéros de téléphone, de ressources en externe. On a prévu aussi de faire un petit calepin de notes que le patient pourrait garder avec lui au cours de son hospitalisation pour prendre des notes ou quand l'infirmière fait de l'enseignement, qu'il puisse ajouter des notes. On a prévu de déployer un bloc-notes ainsi que de remettre un crayon pour que le patient puisse avoir quelque chose sous la main pour lui faire un petit pense-bête. Dans nos situations dangereuses, on a eu comme résultat 61% quand même de situations dangereuses qui ont été évaluées avec un 39%.
Dans nos situations dangereuses, ce qui a été ressorti, c'était que le patient avait eu des épisodes qui s'est senti bousculé, que la chambre de bain était trop petite, le cadrage, il y a certaines salles de bain parce que les cadrages de porte, la marchette ne peut pas rentrer, donc ça augmente la personne en perte de mobilité à chuter. Dans notre sondage, comme Christine l'a dit tantôt, il y a un patient qui avait chuté dans sa chambre mais qui n'avait pas mentionné cet élément-là à son infirmière. Puis, aussi un peu un manque d'explication du personnel envers le risque de chute. On a déployé aussi sur nos unités des rencontres avec le personnel pour qui portent une attention particulière à garder les chambres libres d'accès, d'avoir à sa portée la cloche d'appel, les marchettes, l'aide technique que la personne a besoin, d'avoir le téléphone proche aussi et de ne pas avoir de sac ou des objets qui pourraient encombrer l'espace pour se rendre à la toilette ou seulement si le patient veut circuler dans sa chambre. Toujours dans la prévention des chutes, on a rencontré le personnel pour pouvoir mettre en place des visites intentionnelles pour offrir l'aide d'aller à la salle de bain. Parce qu'on s'est rendu compte dans nos chutes, c'est que le patient voulait aller à la salle de bain, mais parfois par trouble cognitif ou peur de déranger le personnel, il s'y rendait seul, mais n'était pas capable de mettre ses souliers ou ses pantoufles ou qu'il y avait quelque chose qui était dans son espace de circulation. On a quand même vu à ce qu'il y ait de la formation auprès du personnel pour éviter ce risque de chute-là. Au niveau du soulagement de la douleur, si la personne, dans notre questionnaire, si la personne recevait ses médicaments lorsque besoin, il y a quand même un 65% de patients qui s'est dit soulagés que lorsqu'ils sonnaient ou qu'ils demandaient un calmant, l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire pouvait donner la médication et on a un 15% d'amélioration à faire. Et on a posé comme question aussi à nos patients, lorsqu'ils se sentaient anxieux, angoissés, nerveux, est-ce qu'il y avait le support et le soutien nécessaire pour l'aider à passer au travers de cette situation-là? 70% de nos patients nous ont dit qu'il y avait le support nécessaire, l'écoute du personnel et nous avons un 30% d'amélioration encore à faire. Dans la question intimité et confidentialité, si le patient s'est senti respecté pendant son séjour, on a quand même 85% de patients qui sont satisfaits. On a eu un patient dans nos rencontres qui nous avait dit qu'à un moment donné, s'avait senti un peu brusqué parce qu'il y avait une personne, lorsqu'il faisait ses soins, qui avait ouvert le coin du rideau. Ça, on a parlé aussi avec le personnel de s'assurer, de porter une attention particulière à respecter lors d'un soin ou d'un traitement. Là, on a fait de la promotion sur nos unités pour améliorer la situation. Merci. C'est quelques données. On a plus de données que ça, mais ce que je veux que vous reteniez, ce qu'on a beaucoup appris, c'est qu'on a à s'améliorer au niveau de la communication, ce que Marie-Pascale appelle le partenariat de soins. Et Françoise va en parler, mais je pense que c'est un élément qui nous a le plus frappé rapidement avec les patients partenaires, à quel point il n'y avait pas c'était vraiment pas optimal. Donc, je ne sais pas si Françoise, tu veux continuer. Oui, Françoise Poirier, je suis patiente partenaire depuis 2019 au niveau de la gestion des risques. Avant, je l'étais au niveau de l'oncologie. Ça fait que quand on a rencontré les patients, on était 6 personnes, 6 patients partenaires qu'on rencontrait avec l'aide de l'infirmière facilitatrice qui nous introduisait aux patients. Ça fait qu'on avait un questionnaire à compléter qui avait peut-être une quinzaine de questions.
et on s'assoyait avec le patient et c'était vraiment là, un face-à-face là, et non être au-dessus du patient. Donc, ce qu'on a retenu de ces rencontres-là, c'est que les patients ont beaucoup apprécié et ils ont beaucoup divulgué de l'information. Patients hospitalisés, quand on est hospitalisé, on est très vulnérable et souvent, les patients minimisent les risques associés à un épisode de soins. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent faire une chute. Des fois, ils prennent des risques parce qu'ils ne veulent pas déranger. Ils ne pensent pas qu'ils pourraient recevoir le mauvais médicament. Ils arrivent là et ils font entièrement confiance. Ils donnent leur corps en entier puis ils ne se posent pas de questions. On leur parle de traitement, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais ils acceptent. Vraiment, là, on voit qu'il y a un manque de connaissances de la part des patients et il y a un manque d'informations de la part du personnel aussi pour bien outiller ce patient-là. Ils ont de la difficulté aussi à prévoir ce qui va se passer au retour à la maison, comment s'organiser. Ils ne sont pas beaucoup préparés à cette transition parce que avant, j'ai connu, moi, tu rentrais une journée avant d'avoir une extraction dentaire. Quand aujourd'hui, tu n'es pas aussitôt rentré qu'il faut que tu sois sorti de l'hôpital. Donc, ils disent c'est un travail, le départ est souvent un travail qui était fait à la dernière minute. Ça occasionne souvent des risques de réhospitalisation. Et on note qu'il y a des gens qui reviennent parce qu'ils ne sont pas préparés, mais c'est pour ça que dans les outils qu'on a conseillés, c'est qu'il y ait, à partir de l'entrée du patient, qui pense déjà à comment il va s'organiser chez eux. S'il arrive, il y a 2 bras cassés, c'est assez difficile avec 2 plâtres d'être fonctionnel dans la maison. On a l'impression aussi que les patients, comme je vous disais, travaillent au-dessus de nos têtes. On est souvent, les patients, les professionnels, on est souvent en position horizontale comme patient, puis les gens sont au-dessus de nous autres, puis on se dit, bien, c'est des gens qui ont beaucoup d'instructions. Et là, je parle parce que dans les patients partenaires, on n'était pas seulement des gens qui sont des professionnels au niveau du travail, qui ont beaucoup de formation. Il y avait de toutes catégories de personnes. C'est important que ces gens-là fassent partie de l'équipe aussi. Donc, mais le partenariat n'était pas nécessairement pour les professionnels une priorité, mais à force de les côtoyer, on s'est senti beaucoup plus intégrés dans l'équipe et vraiment, là, on était beaucoup consultés et ils étaient contents de nous voir arriver. Mais les patients, eux autres, ils prennent peu l'initiative de poser des questions parce qu'ils se disent, hey, ils vont penser que je suis tannant, ils vont penser que je ne connais pas grand-chose. Puis, ils ne s'impliquent pas dans les autres soins et ils abandonnent leur autonomie. Et des fois, comme personnel, on enlève leur autonomie dans le sens que ça va plus vite de faire pour eux autres que de les laisser faire. Donc, c'est les principaux points. Je peux aller à l'autre diapositive, s'il vous plaît. Bon. Les usagers, ce que je retiens de cette expérience comme patiente partenaire, c'est que les usagers sont peu à l'aise de divulguer les risques reliés à l'hospitalisation, de le dire aux professionnels, de dire, je ne sais pas, moi, si je vois quelqu'un qui rentre dans la chambre et qui touche à 2 patients qui arrivent à moi, je vais-tu lui dire, ben là, tu ne t'es pas lavé les mains, tu sais, on est beaucoup plus, je pense, conscientisé avec la COVID, mais aussi les patients ne sont pas à l'aise trop de discuter des situations vécues avec le professionnel, mais avec nous autres, quand on leur a posé la question qui tue, as-tu des choses que tu as remarquées durant l'hospitalisation que tu aimerais, qui ont été moins agréables pour toi, que tu aimerais nous en parler? Là, il était à l'aise de nous en parler. Au cours de la rencontre, je trouve que c'était aussi une occasion, au fil des questions, sur leur sécurité, sur la prise de médicaments, d'être un père éducateur, d'être quelqu'un qui va les sensibiliser à dire, ben, tu sais, vos médicaments, c'est important de connaître vos médicaments, c'est quoi leur action. Et s'il vous arrive quelqu'un qui vous donne des pilules à l'heure du souper quand vous n'aviez jamais, ben, au lieu de l'avaler, ben, plutôt dire, ben, moi, je n'avais pas des pilules à l'heure du souper, essayez d'éclairer la lanterne pour dire, ben, tu vas aller vérifier la chose, pourquoi j'ai ça, et pourquoi je vais aller passer tel examen pour que le patient soit plus informé. On voit aussi comme patient
des choses qu'on ne verrait pas quand on est au travail. Disons, si je donne comme exemple, dans une maison, si on organise notre comptoir d'une telle façon, quelqu'un d'autre va arriver, puis lui, il va le mettre, puis ça va être plus fonctionnel. Mais à force de voir quelque chose, des fois, on ne le voit plus. Comme ils disent en Gaspésie, nous autres, à force de voir la mer, on ne voit pas comment elle est belle, mais elle est quand même très belle. Ça fait que, mais elle peut être méchante. Donc, la personne est un fin observateur. Puis pour vous donner un exemple, j'étais en train de rencontrer un patient un matin. Ils m'ont dit, bien, la patiente est dans 1 heure avant la salle d'opération pour avoir une gastroscopie. Fait que je suis assise, je jase avec elle, je la vois, elle prend son verre d'eau, elle boit. Je me dis, bon, elle a juste une petite gorgée. Mais j'ai dit, bien, vous étiez agent? Elle dit, oui, mais elle n'était pas consciente. Elle avait continué à boire de l'eau. Ça fait que ils ont retardé son examen de quelques heures. Là. Mais c'est des choses que tu penses quand tu dis à un patient, tu es agent, on pense qu'il va avoir tout compris. Nous autres, on sait qu'est-ce que c'est comme professionnel, mais le patient, lui, il ne sait peut-être pas que être agent, c'est manger et boire. Là, fait que on est quand même, peut être un éducateur dans les rencontres. Puis la rencontre de patients partenaires avec les patients hospitalisés, ça permet d'aller creuser et de mieux prévoir qu'est-ce qui peut causer des risques. Quand on est là à observer et quand le patient nous explique, lui, son histoire, comment ça s'est déroulé, s'il a fait une chute ou comment il a vécu la situation, il va plus pouvoir nous expliquer et on va pouvoir faire comme professionnel, je pense, les actions pour pouvoir changer les choses. Aussi, comme patient partenaire, on a été appelé à revoir certains documents qui étaient donnés, vulgariser les documents pour les permettre qu'eux autres les comprennent mieux aussi. On leur disait comment c'était important. Si vous ne le savez pas, posez des questions, gênez-vous pas. Le personnel est là pour vous donner des soins, mais il est là aussi pour vous donner des explications. Puis on se rend compte que des fois, on pense que comme professionnels, ils vont tout comprendre. C'est parce que moi, j'ai porté le chapeau du professionnel et je porte le chapeau du patient. Là. Ça fait que ça me permet aussi de voir comment c'est important de se mettre au niveau du patient, au niveau de sa compréhension et de ne pas voir que tous les termes, pour lui, sont connus. Donc, j'avais beaucoup fait d'enseignement à des diabétiques, ce qui fait que c'est quelque chose, peut-être un parcours qui m'aide dans mon rôle de patient partenaire. Nos valeurs, la sécurité, la confidentialité, c'est tout ça et c'est ce qu'on doit respecter et quand on commence à être patient partenaire aussi, on est rencontré pour ça, là, pour être conscient de ça. Mais n'oubliez pas que les patients, quand on rentre à l'hôpital, on a toujours hâte de sortir. Mais il faut que ça se prépare une sortie de l'hôpital. Il faut que ça se prépare aussi avec les familles, avec les proches. Puis, c'est pour ça que, suite à l'autre diapositive, là, on voit les... Avancer. On peut avancer? Non, c'est ce que je veux... non, aussi... ce que je veux aussi compléter, merci Françoise. Ce qu'on s'est aperçu aussi, lors de poser des questions, c'est que, que ce soit en Gaspésie ou au Québec, quand tu as un niveau de littératie en santé, 60% des gens ont un niveau de littératie à 2 en santé. C'est sûr que il faut réfléchir ensemble parce que les patients, souvent, ils ne poseront pas de questions parce qu'ils vont être, des fois, ils ont peur ils ne savent même pas qu'ils peuvent poser une question premièrement, puis deuxièmement, ils ont peur de voir si on y répond, ils vont comprendre la réponse. C'est beaucoup plus complexe qu'on pensait. C'est pas juste nous qu'on pensait qu'on fait une campagne, hey, posez-nous des questions, mais c'est vraiment, avec le personnel, il va falloir réfléchir à comment on amène les gens à une culture à expliquer puis qu'ils se sentent à l'aise de poser des questions, puis le défi de la littératie en santé. Je ne sais pas si Andrew, tu veux continuer Oui, merci Christine. Effectivement, vous demandez où on va avec ça, c'est justement ce qu'on présente, c'est où on veut s'enligner avec ce modèle-là. C'est vraiment de l'amélioration continue de la qualité, mais par une participation active justement des équipes de soins avec les patients partenaires, qu'on appelle ça vraiment un modèle décentralisé de la gestion de l'amélioration de la qualité. Fait que, c'est là, je vois dans le chat, il y avait une question là, justement au niveau de la communication. Là, on parlait de briques de communication, de comment on fait pour répondre à ça.
c'est effectivement en mettant de l'avant ce lien-là. Il y a des rencontres qui sont avec les équipes de soins, avec les patients partenaires sur place pour présenter les résultats, puis ensuite faire en sorte un peu comme je vais dire un focus group pour discuter là, justement de ces résultats-là. Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour répondre à ça? C'est un peu comme ça qu'on a fonctionné. Puis l'autre moyen qu'on utilise aussi pour que la communication soit plus efficace, c'est justement par l'implication des assistantes infirmières-chefs, qu'on appelle aussi infirmières facilitatrices, qui sont impliquées tout au long du projet, on peut même le dire, c'est leur projet. Ça fait en sorte qu'ils en parlent dans leurs unités de soins, puis ils mettent cette approche-là de l'avant avec leurs collègues, là, justement, parce que c'est quelque chose qui leur tient à cœur. C'est eux qui ont monté le projet et qui ont travaillé avec les patients partenaires. Fait que c'est un peu comme ça aussi qu'on le véhicule dans l'unité de soins. L'autre aspect aussi, c'est la présence justement des patients partenaires dans les unités de soins qui vont rencontrer les patients. Les équipes sont conscientes de ça. Ça fait que tous ces petits éléments-là font en sorte que la communication est plus rodée et plus robuste dans notre organisation. Sinon, les prochaines actions qu'on a dans ce projet-là, c'est justement de l'implanter le projet dans tous nos autres centres hospitaliers, là, dans tout le site de la Gaspésie également. Là, on parle de centres hospitaliers, mais ça peut également dans tous les autres programmes services. Là, idéalement, ça serait d'avoir des patients partenaires qui nous permettent de s'améliorer justement. C'est sûr qu'il faut encadrer tout ce mécanisme-là, d'avoir une structure concrète là, de gestion participative des équipes qui passe, par exemple, la structure qu'on va ça, c'est est-ce qu'on libère les assistants, combien de jours, tout ça. Fait que c'est vraiment de mettre en place quelque chose de plus structuré. Tout comme on parlait tantôt, c'est d'expérimenter également tout le volet de patient éducateur là, qui vient, qui enseigne aux patients qui sont là puis qui les accompagne pendant leur hospitalisation. J'ajouterais également, tantôt on présentait toutes les différentes expériences qui ont été tentées. Une à une, on les regarde et on dit que les résultats étaient plus ou moins efficaces, mais c'est quand on prend vraiment ce partenariat-là avec les équipes de soins puis les patients partenaires que chaque expérience tentée devient intéressante. On parlait de statistiques seules, ne fonctionnait pas beaucoup. Bien là, on a pris des rencontres avec les patients partenaires, on présente les résultats, puis ils échangent pour voir le point de vue de chacun par rapport aux résultats. Ça permet de mieux réagir et de mieux intervenir par rapport à ça. Fait que chaque expérience qu'on a tentée nous a quand même servi pour être, on va dire, des mécanismes d'action à mettre en place, mais de mieux le structurer avec ce partenariat-là. C'est ce qui nous accompagne. Je vois que les mains levées, ça doit être Christine. Votre micro est fermé. Non, je m'excuse, je n'ai pas levé la main. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Okay, ça fait pas mal le tour. Je vais regarder vite fait les questions qu'il y a là, des fois qu'on pourrait y répondre. Je vois que manqué le début de la présentation. Oui, effectivement, les recherches sont plutôt effectuées là, en médecine-chirurgie. On a également un volet santé mentale qu'on a regardé, mais principalement les deux secteurs qui ont été touchés là, par ce projet-là, c'est vraiment la médecine et la chirurgie. Le volet santé mentale était la première année, Anne-Co, puis on n'a pas pu continuer à cause de la pandémie, mais extrêmement, s'il y a des gens en santé mentale qui nous écoutent, c'est extrêmement prometteur. Et c'est là que je trouvais qu'on avait les résultats les plus surprenants et les plus intéressants. C'était beaucoup au niveau de la préparation à la transition. Et ça, c'est impressionnant de voir à quel point les patients visiteurs comme les patients hospitalisés répondaient à des questions puis nous amenaient des éléments qu'on n'aurait jamais pensé. C'est vraiment, s'il y a des gens qui entendent qui veulent travailler en santé mentale, c'est extrêmement prometteur. Je vois une autre question. C'est vraiment un merveilleux projet quand même, hein, parce que vous avez été capable de faire d'abord participer les patients à la co-construction complète de l'intervention et puis de tester plusieurs interventions aussi. Ça, c'est vraiment hyper intéressant, puis de se rendre compte que certaines, le degré de maturité culturelle, autant du côté des professionnels que du côté des patients, n'était pas au rendez-vous pour pouvoir avancer, mais qu'un jour peut-être ça pourrait l'être là. Mais c'est vraiment extraordinaire. La deuxième, c'est d'avoir été capable de pouvoir le documenter. Là, je pense que ça a été aussi une très belle aventure pour être capable d'avoir des chiffres. Et les chiffres sont très parlants, hein, vraiment ce que vous avez montré. Permet de se rendre compte à quel point on a trop tendance à extrapoler par nous-mêmes en tant que professionnels de la santé la perception des patients, alors que les patients ont une vision vraiment totalement différente. Et ce que je trouve assez vraiment remarquable dans
les patients visiteurs, c'est leur rôle de passeur, parce que finalement, ils créent des espaces autant pour les professionnels à recevoir la parole des patients, parce que ce n'est pas évident en tant que professionnel hein, de se faire poser des questions en termes de sécurité et autres, mais le lien de confiance qui est développé entre les patients visiteurs et l'équipe de soins montre que cet espace peut se créer. Et puis de l'autre côté, c'est aussi d'habiliter les patients à se rendre compte qu'ils ont des choses à partager, que ce n'est pas parce qu'ils sont au fond de leur lit, un peu dépendants quand même de toute l'équipe et autres, qu'ils n'ont pas, ainsi que la famille, qu'ils n'ont pas justement cette vision longitudinale qui va être excessivement utile à leur propre sécurité, mais qu'il faut juste qu'ils osent quand même poser des questions, puis qu'ils osent mentionner des situations qui leur paraissent un peu étranges, et puis qu'ils n'aient pas peur des représailles. Donc là, c'est vraiment un véritable changement de culture qui, à cette base-là, finalement, permet de changer ensuite toute l'ouverture plus globale, finalement, à l'arrivée des patients, puis à établir aussi dans leur relation de soins un partenariat qui soit basé sur des valeurs communes, de travailler ensemble pour vraiment faire en sorte que les patients puissent vivre le mieux possible leur épisode de soins. Donc, c'est assez vertueux quoi, comme intervention quand on la voit comme ça. Ça paraît un peu simple, mais c'est quand même assez complexe à faire et je voudrais vraiment rendre hommage à votre leadership, hein, vraiment autant au niveau gestion clinique, au niveau de la direction qualité, où il a fallu quand même être sacrément déterminé, prêt à être innovant, à faire des tests, à être vraiment dans un petit laboratoire vivant là, qui permettait vraiment beaucoup de créativité, avec la chance évidemment d'avoir des patients partenaires extraordinaires que je veux vraiment plus que remercier, féliciter, parce que vous créez la voie aussi à plein d'autres choses, finalement en éducation thérapeutique aussi, les fameux patients accompagnateurs aussi. Ça permet vraiment là, de ramener beaucoup de différents concepts sur lesquels on a travaillé au cours de ces dernières années, mais avec un objectif très, très probant qui est quand même incident-accident. Ça a vraiment des répercussions directes sur notre vie quotidienne et ça peut vraiment bousiller notre quotidien ou même carrément notre vie. Là. Donc, c'est vraiment un enjeu qui nous concerne tous. Chapeau. Donc, je ne sais pas, Christine, si tu veux un peu avancer sur le fait qu'on est un peu dans une exploration pour réfléchir éventuellement à faire un projet plus large qui pourrait être proposé à d'autres établissements. Là, on ferait vraiment un vrai projet de recherche, entre guillemets. Là, on pourrait aller chercher de l'argent supplémentaire. Ça permettrait beaucoup de valoriser aussi les patients accompagnateurs de façon transversale. Souvent, on va dans un domaine, l'oncologie, la chirurgie, la santé mentale, etc. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette intervention-là, c'est que vraiment les patients visiteurs peuvent aller dans tous les domaines, rencontrer, faire des liens aussi au sein même de l'établissement qui n'existe pas forcément. Donc, on serait intéressé à faire un projet un peu recherche-action dans le domaine. Donc, je ne sais pas, Christine, si tu veux un peu rebondir là-dessus. On parlait avec Marie-Pascale et Audrey L'Espérance, je ne sais pas si elle est là, mais je pense que nous, on l'a fait 2 ans. Et là, on est un petit centre, mais on est assez certain que c'est prometteur. On voit, je n'ai jamais vu, moi, je suis une vieille gestionnaire, là, l'élément de mobilisation par excellence, c'est quand on met des patients partenaires avec des employés. Ils venaient à nos rencontres, ils nous disaient moi, je veux travailler avec vous. Dans les pires périodes où on était en temps supplémentaire obligatoire, ils venaient quand même. Donc, c'est vraiment, il y a plein d'angles intéressants, mais on disait, bien là, nous, OK, on a saturé notre expérimentation comme petite équipe. Peut-être qu'on pourrait, j'avais parlé avec des collègues de Sainte-Justine, du CHUM, la Nodière, puis peut-être qu'il pourrait avoir une équipe provinciale, je ne sais pas, puis nous, on donne nos affaires, puis après ça, mais pour après ça, dégager les invariants de notre expérience. Il y a des choses qu'on a fait, qu'on sait qui sont bonnes, puis il y a des choses que c'est par hasard qui sont bonnes, puis il y a des choses qu'on fait qu'on sait, c'est peut-être pas ça qui marche, mais ça marche. T'sais. Donc, aller plus loin dans l'expérimentation pour arriver à avoir ce qu'on appelle en Agrément Canada une pratique exemplaire. Et ça peut être vraiment avec Agrément, parce qu'Agrément nous a rencontrés aussi pour dire, c'est vraiment, ils ont rencontré les équipes qui étaient très impressionnées, mais comme disait Marie-Pascale, l'avantage, l'inconvénient, nous autres, c'est le fun, on n'est pas une grosse équipe de recherche, donc on peut faire n'importe quoi. On n'a pas, on est très un laboratoire vivant, mais une fois que ça devient probant, bien là, on se dit, OK, y a-t-il une vraie équipe de recherche qui pourrait le prendre?
puis mesurer dans ce qu'on a fait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui l'est moins, puis qu'est-ce qui serait généralisable. Donc, c'est pour ça que nous, on a accepté là, de faire cette présentation-là pour, qui veut prendre notre projet puis l'exporter, puis on est prêt à collaborer, c'est sûr, là, comme équipe. Oui, puis moi, je suis consciente que c'est un projet qui a un impact parce que suite aux rencontres des patients, on leur demandait s'ils voulaient être rappelés après, disons, 1 mois après leur sortie de l'hôpital ou 1 mois après la rencontre qu'on faisait avec eux autres. Là. Puis, on a rappelé les patients, ceux qui nous ont donné, ils nous donnaient leur numéro de téléphone parce que là, la confidentialité se trouvait à comme partir. Mais je revenais à l'hôpital et j'appelais les patients que j'avais rencontrés. Et aussitôt qu'on commençait à leur parler, là, ils se souvenaient qu'ils nous avaient vus, qu'ils avaient jasé, ils avaient aimé ça. Puis même, des fois, les patients dans la chambre à côté disaient « Pourquoi vous ne me questionnez pas, moi? » Ils voulaient questionner eux aussi. Mais les patients nous disaient que suite à la rencontre, puis au point qu'on avait vu avec eux autres là, sur le fait de donner leur nom, de vérifier pour leurs médicaments, de poser des questions, la sécurité autour dans la chambre, tout ça, ils disaient que là, ils avaient plus observé, puis ils avaient plus pris conscience aussi qu'il fallait qu'ils préparent leur sortie de l'hôpital. Parce qu'eux autres, ils vivaient tout seuls ou ils s'en allaient dans une résidence. Puis comment est-ce que s'il y avait besoin des soins du CLSC après, comment ça allait se faire, tout ça. Donc, il y avait comment enclencher ça plus avec le personnel pour voir comment ça allait être quand il allait sortir. Donc, ça les a permis de se... le père éducateur, là, le rôle est là. On a sondé aussi, on pourra vous partager les employés des unités. On a eu un fort pourcentage de participation. Puis on a été surpris de voir à quel point les gens avaient des idées. Puis à quel point il y avait besoin d'informations sur la gestion des risques. Eux aussi, ils déclarent des risques à partir de leurs yeux, mais ils ignoraient totalement comment vivait le patient. Fait que c'est très intéressant. Fait qu'on était tous comme des solitudes ensemble. Donc, ça, c'était aussi intéressant qu'on s'aperçoit à quel point les employés avaient besoin de mieux comprendre et mieux entendre tous ces risques vivants. Oui, parce que le risque qui arrive aux patients, mais il est vécu par le professionnel aussi. Là, la personne qui fait une erreur de médicament en donnant tel médicament au patient et qu'il y a des répercussions sur sa santé qui peuvent même aller au décès. Là. Tu ne tournes pas à page, puis quand tu sors de l'hôpital, c'est fini. Tu arrives chez vous le soir, tu y penses. J'ai genre rappelé, moi, à l'hôpital à 10h30, 11h le soir pour voir comment allait le patient parce que je t'inquiète, parce qu'on ne veut jamais faire d'erreur, mais c'est pas toujours où il arrive des choses qu'on ne peut pas contrôler. Là. Tu sais, un patient qui chute, des fois, c'est pas de notre faute, mais c'était notre patient. Tu sais. C'est ce qu'on appelle la deuxième victime. Oui, la deuxième victime. La deuxième victime, oui. C'est très, très important de le souligner, ça aussi. Ça nous a fait plaisir de présenter. C'est une petite partie de l'équipe. On pourra transférer à ceux qui s'intéressent la vidéo. C'est l'équipe qui explique bien comment on fonctionne, les outils. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était très stimulant, très intéressant et je vois aussi dans le chat qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de réagir de manière très positive, beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions aussi. Avant de passer aux questions, justement, je voulais toucher sur ce point-là, que ça serait possible de partager non seulement l'enregistrement, mais aussi la vidéo et vos informations aussi. Comme ça, les gens peuvent vous contacter s'il y a intérêt pour des futures collaborations, si vous permettez. Oui, parfait. Merci encore. Si ça vous va, on pourrait commencer avec la première question qui avait été posée dans le chat. Sonia Leclerc demandait, vous avez mentionné de porter une attention particulière à éviter les bris de communication. Avez-vous identifié des pratiques pour assurer la continuité de la circulation de l'information et de l'adhésion aux recommandations? Pas encore. C'est sûr que on a mis la table avec des sondages, puis mais la pandémie, on dirait que la pandémie, c'est une grosse excuse. Là. Elle nous a plombé les ailes un peu, puis on veut travailler là-dessus. C'est sûr. Effectivement, j'ajouterais peut-être, Christine, c'est sûr que de façon formelle, il y a plus ou moins de mécanismes de communication, mais comme je mentionnais plus tôt, là, beaucoup de rencontres entre les patients partenaires, les équipes de soins, focus group, mais comme on dit, la pandémie a fait aussi qu'on pouvait moins se regrouper, là, fait que ça a rendu le tout un peu plus complexe. Là. Mais je disais que
Actuellement, c'est plus informel par la participation des assistantes infirmières qui font la communication avec les équipes, mais effectivement, il faut mettre en place un moyen plus formel de communiquer les informations dans les différentes unités de soins puis de faire le lien entre les différents acteurs là, dans le dossier. Oui, Pascal, est-ce que tu voulais ajouter? Non, moi, ça me paraît bien là, comme manière de répondre. Il y a plusieurs questions que je pourrais combiner. En fait, on avait une question d'André Le Tutour et Denis Sequeira. Donc, quel temps de présence vraiment est-ce qu'il y avait le patient partenaire à l'hôpital auprès des patients hospitalisés et est-ce que le service du patient partenaire est bénévole ou rémunéré? Pouvez-vous répéter la première question? Quel était le temps de présence? Combien de temps est-ce que le patient partenaire passait réellement à l'hôpital auprès des patients hospitalisés? Et nous, on a fait des cycles. On a fait beaucoup essais-erreurs, mais vous me direz, mais on a fait des cycles. Et les patients arrivaient, c'était pas les heures, c'était pas plus que 4 heures, puis c'était des calendriers affichés. Oui, de quelle heure? De 9h à midi. De 9h à midi, oui. Et le patient qu'on rencontrait, ça prenait peut-être 20 à 25 minutes là, quand on le rencontrait, là, parce qu'il voulait beaucoup jaser aussi. Puis dans la période où on a eu une période où on n'a pas pu venir à l'hôpital parce que les visites étaient interdites. Donc, ça a été respecté. Mais puis après ça, après qu'on a rencontré le patient, on avait notre infirmière facilitatrice, on l'a rencontrée. Fait que s'il y avait des points importants là, à régler tout de suite, elle était là pour le faire. Mais donc, quand on avait vu 3 ou 4 patients, là, c'était assez dans l'avant-midi. On est venu à 3-4 reprises, là, mais on était 5-6 personnes, donc ça nous a fait permettre de voir là, plusieurs patients et différents cas. Il y avait des patients aussi qui étaient comme complètement, à cause de leur état de santé, éliminés. Ça, c'est l'infirmière facilitatrice qui pourrait vous dire que ces patients-là, on ne les rencontrait pas. Là. On a rencontré 2 ou 3 familles là, pour les enfants. La deuxième question qu'il y avait, c'était de Denis Sequeira par rapport au service des patients partenaires, si c'était bénévole ou rémunéré. Pour le projet, c'était rémunéré. On a travaillé avec le comité des usagers, mais les patients qu'on consultait n'étaient pas payés, mais les patients qui travaillaient avec nous directement, eux, étaient payés dans le cadre du projet. Un peu payé. C'était pas une grosse fortune, mais c'est un principe d'équité. C'est un principe qu'on trouvait important parce qu'ils se donnaient beaucoup, puis corrigeaient, puis ils travaillaient vraiment fort, là. Donc, là, tu sais, à un moment donné, payer des lunchs puis du stationnement, là, c'était pas assez. Là. On dirait que c'était comme profiter du monde. Là. Ça fait que nous, c'est entendu avec la direction de la qualité que les patients étaient payés. Puis, je vais vous dire, c'était 15 $ de l'heure. C'était pas tant que ça, là. Puis, on l'avait validé avec Dr. Comey aussi pour le prix. Je sais qu'en Europe, ils peuvent être payés des fois beaucoup plus cher. Ça varie. Il y a des pays payent, des pays ne payent pas, mais nous, c'était accepté par le CIS, puis c'était bien. C'était un élément aussi de reconnaissance, je crois, hein, Françoise? Oui. Merci. Une autre question avant de passer à plusieurs questions, plusieurs personnes qui ont des mains levées. Annie Poirier demande comment ont été recrutés les patients partenaires et quelles sont les modalités de leur engagement? Je vais vous dire, on a eu beaucoup de façons de faire. Et la meilleure façon, qui n'est pas originale, c'est quand un patient nous est référé par un médecin ou une infirmière senior. Les meilleurs patients étaient, c'est même qu'on les avait, l'organisation savait, les médecins nous disaient « Ah, moi j'ai un patient qui pourrait travailler avec vous, hein? » C'est ça. Et nous, on passait pas une entrevue, mais un peu. Là, moi, je rencontrais le patient. Et là, je faisais raconter son histoire. Puis là, ça prenait comme 2 fois avant qu'il nous raconte son histoire pour voir, OK, lui, il est prêt à... Puis il y avait différents rôles à jouer. Tu sais, il y avait le comité stratégique. Puis après ça, il y a des patients qui étaient des patients visitables. C'était mis des critères, mais je ne peux pas dire là, que je gagnerais un prix Nobel avec mes critères.
mais ça fonctionnait. On essayait d'avoir une certaine rigueur, mais je vous dirais que le meilleur, c'est quand les médecins nous référaient, ils ne se trompaient pas. On a toujours eu des bons patients. Je ne sais pas si Marie-Pascale, tu veux, j'en ai parlé souvent avec toi, là, enchérir là-dessus. Oui, parce que les critères de sélection sont absolument essentiels, là, je pense, pour être capable d'avoir des personnes qui établissent des belles relations avec l'équipe de soins. Là, je pense que c'est surtout là-dessus. Là, il faut vraiment miser sur une relation de confiance de très haute qualité. Toutes les personnes avec lesquelles tu as travaillé, hein, dès le départ, quand même, il y avait déjà des expériences antérieures, il y avait vraiment déjà un engagement auprès de l'établissement qui était aussi présent. Je ne pense pas qu'on commence effectivement un engagement en tant que patient partenaire dans une entreprise comme celle-là. Là, et puis après, on peut par contre, ceux qui en ont déjà fait peuvent après coopter d'autres personnes pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est vraiment tout un travail. Il y a aussi le recul dans le temps pour voir combien de temps on fait ce genre de choses, là, pour garder toujours quand même son œil critique et sa capacité à vraiment pas avoir trop d'empathie du côté des professionnels pour perdre un peu son rôle vraiment de faire le pont entre les deux. Il y a des patients, Marie-Pascale, qui l'avait bien expliqué. Il y avait une régulation aussi par les patients partenaires qui venaient me dire lui, il n'est pas bon. Puis là, on en discutait. Hein? Puis il y a des patients qu'on a éliminés parce qu'on dirait qu'ils sont passés au bord de la force, ils sont devenus comme des professionnels. Donc là, moi, je leur expliquais, ben non, c'est à partir de ton histoire à toi que tu nous aides. Là tu es devenu tu ne deviens pas un professionnel. C'est terriblement complexe. C'est pas complexe, là, mais c'est pas simple. Vigilant. Ouais. Il faut être vigilant, puis il faut renouveler aussi. On a un noyau de base. Françoise est là depuis le début, 2 fois, mais on renouvelle aussi des nouveaux patients. C'est tout un... Oui, il y avait des rencontres d'équipe. On n'est pas arrivé dans les chambres des patients là, à la deuxième journée. Là, ça faisait comme peut-être 1 an qu'on se rencontrait en équipe. Il y a des patients seniors qui supervisent des patients juniors, donc ils allaient ensemble. Hein, vous avez fait des vidéos. On a essayé toutes sortes de choses. Là, mais c'est comme je dis, là, je ne gagnerai pas un prix Nobel non plus que mon programme de formation. C'est pour ça que c'est très intéressant que des équipes universitaires s'impliquent. Mais il y a une régulation de fait, c'est sûr, par les patients eux-mêmes. On a des critères, mais le critère 1 est vraiment des médecins qui étaient capables de nous dire ça, c'est un bon patient, qui communique bien, qui a une écoute. On avait... C'est ça. Je ne sais pas si ça vous aide. Oui, ben, en fait, dans la même veine aussi, il y avait André Le Tutour qui demandait si les patients partenaires ont reçu une formation d'écoute active, par exemple. Oui. Oui, l'étiquette aussi pour entrer dans la chambre. Comment se présenter. Mais la meilleure formation, là, je vous dis, c'est quand c'est de la formation dans l'action continue. Constamment, on discutait ensemble, on apprenait. Et ça, c'est la formation qui a plus été appréciée. J'ai essayé là, de faire des PowerPoint, puis non. Ça a dû donner quelque chose, mais ça n'avait pas d'impact comme toute la formation de discussion à chaque situation. On allait chercher des conseillers, c'est sûr, là, au niveau de l'écoute attentive, l'étiquette dans la chambre, mais devenir un patient visiteur, on l'a appris ensemble en se régulant ensemble sur un an. Je ne sais pas si ce que je dis est correct, là, mais... Non, puis j'ajouterais, Christine, aussi que les patients partenaires ont souvent un certain bagage qui leur permettait déjà d'avoir ça. C'est des anciennes infirmières, anciens travailleurs sociaux. C'est des gens qui avaient déjà aussi un certain bagage qui les permettait d'intervenir avec les gens, puis qui avaient ça à cœur aussi. Fait que ça venait un peu plus naturel aussi à ces gens-là, je pense. Absolument, c'est vrai. On a appris de leur métier premier, oui. Merci. Evelyne Dulude, je crois que votre main était levée tantôt. Je suis désolée pour le retard. Evelyne, est-ce que vous... Est-ce que vous voulez encore poser votre question? Je suis désolée. En fait, j'en aurais 2, d'accord? En fait, premièrement, félicitations. C'est un magnifique projet qui devrait se répandre partout et pour être dans le milieu hospitalier en tant que proche aidante et mon mari patient partenaire depuis 30 ans, je peux vous dire que c'est vraiment extraordinaire.
Ma question, vous avez abordé un petit peu, je pense Christine, c'est ça, comment a été comment a réagi le personnel des unités au départ? Ça, c'est quelque chose qui vraiment, je veux savoir, parce que si ça se développe, il faut qu'on soit au courant comment ça va être perçu. Et le deuxième point, tout à l'heure, je pense, Madame patiente partenaire, vous en avez parlé des CLSC. Moi, ce qui m'inquiète, c'est fantastique, là, ce projet-là, la sécurité, mais après, il sort le patient. Et là, c'est le CLSC. Eux, qu'est-ce qu'on va leur donner comme outil pour une continuité? Donc, ce sont mes deux questions. Des bonnes questions. Au niveau de votre première question, on a beaucoup travaillé avec les patients avec une grande sensibilité. Plus que moi encore, là, il était meilleur que moi à dire comment on allait faire pour que les employés acceptent. Où ça a été plus difficile, c'est drôle, c'est en santé mentale. Probablement qu'on n'a pas assez, mais on a beaucoup rencontré. Je ne sais pas si... mais le succès a été, c'est quand ils ont dit pour vrai les patients partenaires arrivés. On a tout fait comme d'un livre, tu sais, de dire, tu me diras après si je me trompe, mais tu sais, on a fait des vidéos, on a fait des affiches, on partageait avec les employés par écrit, là, des documents écrits, par courriel. Après ça, les infirmières facilitatrices rencontraient les équipes pour l'expliquer. Mais il y avait quand même de l'inquiétude qui est normale, mais l'inquiétude est tombée quand ils ont vu arriver les patients. C'est ça, je pense. C'est pas si d'accord. Quand on a eu le rapport ensemble, quand on a eu la rencontre d'équipe ensemble pour les résultats. Les résultats. Mais nous, moi, pour que je parle, puisque on est deux infirmières facilitatrices, Christina qui est en chirurgie, moi qui est en médecine, on a rencontré nos équipes avant de faire les visites avec les patients partenaires. On leur a expliqué c'est quoi leur rôle, puis comment ça allait se dérouler. Au début de tout, quand on a commencé à parler de ça, les employés, eux, ont perçu ça comme si qu'on allait arriver pour faire des petites tapes là, sur les doigts ou leur dire qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas bien dans leur travail, mais en les rencontrant, en leur expliquant vraiment, là, ils se sont sentis plus concernés lors de nos visites. Puis il y avait des employés, la journée qu'on allait sur les unités, on leur présentait nos patients partenaires, puis ça amenait des sujets de discussion parce qu'il y en avait qui entendaient les questions ou, tu sais, qui voyaient quand ils sortaient de la chambre, ils venaient poser des questions aux patients partenaires. Donc, c'était vraiment une collaboration en discutant avec eux. Puis après ça, les employés étaient comme contents parce que ça leur faisait prendre conscience des fois de petites choses qu'on fait automatiquement, mais qu'on ne réfléchit plus à ça, là. Fait que ça n'a amené que du positif avec les employés, là. Puis ça n'a pas pris de temps, là. Les employés venaient voir nos patients partenaires pour des sujets de discussion ensemble, là. Bravo. Pour ce qui est du CLSC, vous avez raison. L'enjeu que je savais, mais qui m'a frappé au visage, c'est toute la préparation à la transition. Et j'en reviens pas comment l'intelligence des patients citadins nous ont dit comment on les prépare mal à la transition. Et ça, il faut s'y attaquer, effectivement. Ça, on ne l'a pas encore, on le commence, là, mais c'est quelque chose qui, je pense, au niveau des soins infirmiers, est une préoccupation. Toute la continuité à la maison aussi. Puis, parce qu'on a fait quand on a fait des sondages téléphoniques, là, c'était pas tout le temps ce qu'on promettait pour la sortie, c'était pas tout le temps au rendez-vous, comme le patient pensait que ça allait être à la maison, là. Effectivement, ça a fait en sorte qu'on ait mis en place là, un comité, je vais dire, d'analyse de la fluidité de la trajectoire hospitalière. Mais quand on dit hospitalière, on parle du avant, pendant et après, là. On était en discussion pour voir comment on pouvait mieux le structurer parce qu'on s'est rendu compte que malgré tout, on travaille encore beaucoup en silo puis qu'il n'y a pas de communication nécessairement là, entre les différents acteurs. Je vais dire autant CLSC, CHSLD avec l'hôpital, il manque de l'information. Donc, on est à travailler ça, de voir comment qu'on le structure mieux puis comment qu'on accompagne mieux les patients là, du point A au point B, là, en voulant dire
quelqu'un qui vient du domicile, qui arrive à l'hôpital, qui avait déjà des services, il se questionne des fois, je sors, est-ce que je vais encore avoir mes services? Est-ce qu'ils changent? Comment je... Fait que, c'est tout le volet communication de la chose, mais effectivement, le CIS, on s'adresse à cet aspect-là, là, mais ce n'est pas chose simple. Là. Ça concerne beaucoup de directions et beaucoup d'acteurs différents. Là, fait qu'on est à voir là-dessus. Merci. On avait mené une étude avec Ursula Oglegueux là, dans le cadre de sa thèse pour essayer de mieux connaître les différentes interventions qui étaient réalisées dans les établissements au Québec en lien avec l'engagement des patients. Et effectivement, dans tout le côté CLSC ou groupe de médecins de famille, dans le domaine de la sécurité, c'est vraiment actuellement plus qu'au balbutiement. Il y a très, très, très peu de choses. Notre enquête, en tous les cas, montrait que la sensibilisation dans ce domaine-là était quand même relativement assez faible. On a mis beaucoup plus d'énergie, évidemment, sur tout ce qui concerne le recueil des incidents et des accidents aussi, plus dans le domaine hospitalier que dans le côté première ligne. Donc, il y a vraiment toute une sensibilisation à faire aussi qui montre que même en ambulatoire, il peut y avoir des incidents et des accidents et qu'il y a donc une nécessité aussi d'avoir des stratégies qui soient adaptées et que la place de l'engagement des patients, comme il a été proposé dans le projet ici présenté, peut aussi avoir sa place dans un environnement un peu différent. Là. Mais c'est effectivement des beaux travaux à mener au cours de ces prochaines années. Merci beaucoup, Evelyne, pour la question. Merci, Evelyne. Merci pour vos réponses. Je vois la main de Hugues qui est levée aussi. Bonjour, merci de votre présentation. Félicitations, Hugues Villeneuve de l'Institut de cardiologie de Montréal. Je me demandais, pratico-pratique, suite à une rencontre avec un patient partenaire et un patient, s'il y avait une rétroaction là, qui était faite rapidement avec le personnel, s'il y avait des enjeux qui étaient décelés ou de manque de connaissance de importante vis-à-vis de sa maladie, son traitement ou à la limite des idées suicidaires, là, si je vais dans l'extrême. Est-ce qu'il y avait vraiment une rétroaction faite directement après la rencontre avec le personnel? Et si oui, comment c'était perçu à ce moment-là par le personnel? Très bon. Oui, une fois que notre patient partenaire avait fait son questionnaire auprès du patient, moi et Christina, on rencontre le patient partenaire. Fait que selon ce qui a été dit, on pouvait faire déjà une action, que ce soit auprès du médecin ou de l'infirmière du patient ou d'un autre membre de l'équipe. On pouvait directement aller voir pour, par exemple, il y avait eu une situation, une dame qui avait peur de retourner chez eux parce qu'elle vivait de la violence conjugale. On a vu un autre patient, bon, qui avait chuté mais qui n'avait pas parlé. Fait qu'on a pu mettre des actions directement là avec les autres professionnels. Il y a un patient aussi qui son fauteuil, il y avait quelque chose de brisé sur le fauteuil. Fait on a pu faire à ce moment-là une demande de réparation. Fait que oui, dès qu'il y avait une problématique de déceler, on pouvait déjà là, la journée même, mettre des actions en place avec les autres professionnels. D'où l'intérêt d'avoir le rôle, là, je ne sais pas si c'était le bon mot, mais infirmière facilitatrice, on n'a jamais trouvé avec Marie-Pascale un autre mot, là. Mais c'est vraiment une des clés du succès d'une gestion participative, là, rapide, agile, efficace. Puis ça montrait aussi aux employés que quand ils parlent, parce que des fois, ils venaient dire des choses aux patients partenaires aussi, donc vice-versa. Je pense que on n'a jamais bougé. Le patient était toujours en duo ou vous aviez un ou deux patients partenaires, pas plus, là, toujours avec une infirmière. Et pour le patient partenaire, d'avoir l'infirmière facilitatrice, c'était vraiment un genre de sécurité pour nous autres. Puis d'avoir une oreille pour nous écouter parce que on n'est pas. Il y a des fois des choses qui nous ont été dites, puis d'être capable de le partager, puis d'avoir quelqu'un là, pour nous ramasser si besoin. Là. Mais je trouve que ce rôle-là, vraiment, la responsable d'équipe, l'infirmière facilitatrice, les patients partenaires, c'est vraiment une équipe qui a besoin d'être formée et que ces trois personnes-là soient là. Tu sais. Il ne faut pas dire on va mettre juste des patients partenaires, puis aller faire des questionnaires, puis après ça, on ramassera ça, puis on fera des compilations. Là. Ça ne marchera pas. Le rôle de chacune est important.
Moi, je voudrais rajouter que dans le domaine de la qualité et la sécurité des soins, trop souvent, les boucles d'amélioration sont quand même relativement assez longues. On identifie un problème, on constitue un comité, puis on réfléchit sur la problématique, puis ensuite on réfléchit sur les interventions, puis ensuite on réfléchit sur comment on va les implanter, etc. Bref, souvent, c'est vraiment, on met des années finalement pour accoucher d'une intervention qui va être mise en place, alors que justement, dans cette intervention qu'on vous a présentée aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle vraiment des boucles d'amélioration rapide de la qualité qui se font directement au lit du patient. Et ça permet vraiment de changer les comportements en temps réel, ce qui est vraiment complètement différent, puis avec une sensibilisation des personnes directement impliquées dans le soin beaucoup plus directe que quand on avait l'habitude, dans tous les cas, de travailler plus avec des comités. Donc, ça n'empêche pas les comités, mais ce genre d'intervention a un potentiel, en tous les cas, de modification beaucoup plus efficace, mais évidemment en faisant très, très, très attention aux conditions qui ont été évoquées préalablement, dont vraiment la présence de cette infirmière facilitatrice qui fait vraiment toute la différence pour être capable aussi de passer les messages de façon constructive et qui amène évidemment l'équipe à mieux comprendre pourquoi il y a des changements à faire et puis de le faire de façon non culpabilisante ni avec une réprimande, quoi. Donc, c'est toute cette atmosphère-là d'amélioration et d'apprentissage continu. Puis, on aime beaucoup ce mot à la mode là, au Québec de système de santé apprenant, mais finalement, on se retrouve dans des équipes cliniques qui sont constamment dans un mécanisme d'apprentissage et qui profitent de ce regard externe et de la capacité des patients à être plus en capacité à partager leur expérience pour les aider vraiment à améliorer la prestation de soins. Et puis, ça a été très bien dit tout à l'heure, hein, on rentre tous dans des routines, on voit les choses d'une certaine façon, puis on oublie qu'on peut les voir d'une autre façon. Et ça permet comme ça d'avoir un 360 qui revient, alors que sinon, on n'a évidemment qu'une petite vision de ce qui se passe. Et puis, je continue quand même à marteler l'idée que les patients, d'abord, c'est leur sécurité à eux. Donc, c'est sûr, quand il y a un acte qui peut avoir une répercussion, ce n'est pas sur les cliniciens en premier lieu. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une victime de deuxième niveau. Mais la victime de premier niveau, c'est vraiment le patient. Donc, c'est absolument évident quand on y pense qu'il faut qu'elle soit partie prenante dans sa sécurité. Et puis aussi de faire en sorte qu'on puisse avoir, quand on parle beaucoup de culture juste dans le milieu de la sécurité des soins, ça c'est une belle manière de pouvoir la créer, cette culture juste, parce qu'elle permet vraiment de montrer qu'on fait tous partie de la même équipe, qu'on est sur le même bateau et que si on veut en tous les cas faire en sorte que les patients ne soient pas plus malades en sortant de nos établissements qu'ils ne l'étaient, ou en tous les cas qu'ils aient des séquelles, il faut effectivement qu'on travaille tous ensemble, mais sans avoir peur de montrer les limites que l'on a. Et puis, le fait que la seule personne qui a la vision globale de sa santé, ce sont les patients et leurs proches. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Nous, en tant que professionnels, on n'a que des visions très, très parcellaires qui sont utiles, mais qui ne sont pas suffisantes. Okay. On avait trouvé important que notre clientèle, il y a des francophones peut-être à 70%, on a des anglophones, mais on a aussi une réserve autochtone qui est à proximité de l'hôpital. Donc, en anglais, on est peut-être un petit peu moins à l'aise, mais on a quand même rencontré des patients anglophones pour faire le questionnaire et aussi on a rencontré des autochtones aussi, puis de valider avec eux autres aussi, au niveau de leurs valeurs, au niveau de leurs croyances. Ça a été validé. S'ils trouvaient qu'ils étaient traités un peu avec ce qui s'est passé dans les années antérieures, s'ils se sentaient traités différemment parce qu'à cause de leur... qui étaient autochtones, tout ça. Puis, on n'a pas vu en tout cas, ces gens-là n'avaient pas vu de différence là, dans les soins qu'ils recevaient à l'hôpital. Ça fait que on n'a pas privilégié la clientèle. On a privilégié les gens dans le sens que les gens en phase terminale, des fois, il y a eu des familles de rencontrer, mais pas nécessairement les personnes, ou les personnes qui avaient de l'Alzheimer, on ne les rencontrait pas. Là. Mais ça, c'était l'infirmière facilitatrice qui
faisait la sélection ou quelqu'un qui arrive de la salle d'opération, c'est peut-être pas le moment idéal de rencontrer le patient partenaire. Donc, mais on a vu anglophone, autochtone, francophone. Merci beaucoup, Hugues, pour ta question. Merci à vous pour vos réponses. Je vois le temps qui file. Nous avons malheureusement, nous sommes arrivés à 13h30, la fin de notre webinaire. Il y a encore beaucoup de questions dans le chat, beaucoup de commentaires. Donc, c'est certain qu'on va vous les faire parvenir, évidemment. Et comme mentionné tantôt, on pourra écrire, donc non seulement diffuser les enregistrements, mais aussi vous mettre tous en contact comme ça pour des futures collaborations, s'il y a des futures collaborations. Voilà. Merci encore. Merci à vous pour votre écoute. Merci pour votre présence. Merci beaucoup à tous les panélistes pour vos partages. C'était vraiment très intéressant, très stimulant. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci beaucoup. Bonne journée.